Allez, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de Docteur 2.0. Docteur 2.0, l'émission santé et variété d'air chaud, le médical et la musique se côtoient pour vous apporter 60 minutes de pleine forme. Docteur 2.0 qui est toujours disponible sur www.radio-airshow.com, également sur les smartphones en téléchargeant l'application Airshow sur iPhone et Android, mais aussi désormais sur Dailymotion avec la chaîne Airshow et YouTube avec la chaîne Medical Channel. Il est 19h, on est en direct, je suis toujours David Wittmann. Présentation du studio ce soir. Et bien ce soir on va parler à la fois médical, humanitaire et pour une fois un petit peu politique avec notre invité Nicolas Tacussel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir David. Comment ça va? Ça me fait très plaisir de te voir ce soir. Eh bien, écoute, je suis très content, premièrement d'être à Paris, et puis deuxièmement de venir dans ton émission que j'écoute depuis Kiev en Ukraine. Eh ben, ça me fait très plaisir. Alors, comme d'habitude, en tout cas pour moi, je vais te tutoyer parce que je connais un peu souvent mes invités, donc on va se dire tu. Alors, tu as parlé Ukraine, je vais te présenter justement rapidement, et on va voir pourquoi tu as parlé Ukraine. Donc, tu es créateur de la méthode de Psycho-Leadership et surtout fondateur de l'ONG Smile for l'Ukraine. Est-ce que j'ai bien prononcé? Smile for Ukraine. Ah oui, mais alors, toi, t'as le bon. Non, je parle anglais avec l'accent russe. Ah, l'anglais avec l'accent russe. Ouais. Ou alors, est-ce que tu parles russe avec l'accent anglais? Non, ça c'est plus compliqué. Je parle russe avec l'accent français. Ouais, il y a des choses bizarres dans mon cerveau qui se Oui, je vois, on va reparler pendant une heure juste après. Et donc, je continue. Donc, tu es fondateur de l'ONG Smile for l'Ukraine, une organisation qui a pour but de venir en aide aux personnes victimes de la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est bien cela? C'est exactement cela, c'est de l'accompagnement et de la réhabilitation psychologique. Alors, on va parler de tout ça pendant une heure. On va faire un petit peu de musique d'abord avec une playlist spéciale Nicolas. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir dans la playlist? Alors, la première musique, c'est une musique qui pour moi est vraiment importante parce qu'elle reprend les images du Maïdan. Le Maïdan, c'est... on en parlera tout à l'heure, mais voilà, je vous laisse découvrir cette musique qui pour moi est symbolique du Maïdan et des nombreux morts qui a eu lieu. Donc on va dire, je ne vais pas dire Maestro Musique, mais Arnaud Musique. Allez, de retour dans Docteur 2.0 avec mon invité ce soir, Nicolas Tacussel. Déjà, la playlist commence bien. Très belle chanson. Ouais, tu veux m'expliquer un peu l'histoire de cette chanson? Alors, c'est un groupe biélorusse, si je ne me trompe pas, qui a repris cette musique avec comme clip les images qui sont passées sur le Maïdan il y a 4 ans. D'accord. Le Maïdan, c'est une place... Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est que le Maïdan? Le Maïdan est une place principale à Kiev, où il y a 4 ans, il y a eu des affrontements assez violents, parce qu'il y a eu plusieurs morts. Rapidement, pour résumer, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, le peuple est descendu dans la rue. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu pourquoi le peuple ukrainien est descendu dans la rue? Alors, c'est très simple, c'est que l'Ukraine devait se rapprocher de l'Europe. Sans faire de grosses politiques non plus, mais voilà, mais pour qu'on sache un peu ce qui s'est passé. L'Ukraine devait se rapprocher de l'Europe, et le président ukrainien de l'époque a décidé de fermer la porte à l'Europe et de repartir avec la Russie. Chose que le peuple n'a pas trop appréciée. Ils ont raison. Donc ils sont descendus dans la rue. Alors au début c'était complètement pacifique. Il y avait des mamies, des papis, des étudiants. Donc c'était il y a 4 ans, c'est ça? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc 2014. 2014. Fin 2013, début 2014. Et ensuite, on va dire que la police ukrainienne a commencé un petit peu à tirer sur les gens, et là le Maïdan a pris une toute autre forme, et ça a été la révolution, l'Euromaïdan. C'est-à-dire que le peuple qui se bat pour des valeurs européennes, qui est prêt à mourir pour rentrer dans l'Europe. Voilà, c'est de là que tout a commencé. C'est de là que tout a commencé, c'est de là que j'y suis allé pour la première fois. Alors on va parler justement après un peu justement pourquoi l'Ukraine, mais ça on va parler un petit peu après. Je voudrais avant qu'on te découvre un tout petit peu en parlant de ton activité déjà. Donc tu es thérapeute et conférencier. Alors qu'est-ce que ça veut dire être thérapeute et conférencier? Et je t'interromps, thérapeute et conférencier en France et en Europe. En Europe, en Turquie aussi. Voilà, d'accord. Alors donc, partout, voilà, déjà, qu'est-ce que tu fais, ton activité? Alors, moi, mon travail, c'est d'aider les gens, entre guillemets, à... Donc à la base, c'est ça? À la base, c'est ça, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est très humain, j'adore l'humain. J'étais pas forcément un excellent élève à l'école. Comme beaucoup. Donc, les études se sont arrêtées assez rapidement au niveau du bac, en l'ayant raté 2 fois, pour être honnête. Mais c'est souvent ceux qui ratent plusieurs fois qui réussissent le mieux après. C'est ça, je te rassure. Souvent, j'aimerais bien retourner voir mes anciens profs. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Donc, je me suis rapidement tourné
dans des méthodes qui permettent toujours pareil de toucher l'humain sur des choses un petit peu plus dynamiques. Donc je me suis formé en kinésiologie, je me suis formé après en hypnose, je me suis formé en tous les processus de psychosomatisation, ce qu'on appelait... Donc tout cela en France? En France. D'accord. Ce qu'on appelait aussi à l'époque le décodage biologique. Je me suis formé aussi en ce qu'on appelle aussi la synergologie, c'est-à-dire la lecture des émotions au niveau du corps. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations privées, en formation privée, qui m'ont énormément plu car on était dans le concret. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à exercer en 2008, où j'ai ouvert un premier bureau sur Biarritz. D'accord. Et puis ensuite, je suis parti sur Nice et puis un autre sur Paris. Donc pendant un petit moment, j'étais un petit peu sur ces 3 principales villes en France. Et puis ensuite, j'ai commencé à me déplacer à l'étranger pour donner des conférences sur mon activité. Alors, tu parlais il y a quelques secondes d'hypnose. Souvent, les gens parlent aussi de PNL. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose, la PNL? On avait reçu il y a quelque temps un médecin qui fait de l'hypnose ericksonienne. Mais tout ça, ça se mélange un peu dans la tête pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que c'est que la PNL? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Est-ce que tu peux résumer? L'hypnose et la PNL, c'est quelque chose de complètement différent. Déjà dans l'hypnose, c'est un peu comme les religions. Tu vois, il y a beaucoup de... Très bonne image. Il y a beaucoup d'écoles différentes, mais comme chez les psychologues, alors il y en a qui sont freudiens, d'autres sont lacaniens. Je suis d'accord. Ouais. Donc des fois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. La PNL et l'hypnose c'est complètement différent, même si beaucoup de choses se rejoignent. Après c'est pourquoi on s'en sert de la PNL, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui se servent de la PNL, par exemple. On voit beaucoup la PNL, mais à quoi ça sert? Pourquoi on s'en sert? À mieux cerner son interlocuteur, à mieux... Alors tu m'as tout à l'heure, on parlait un peu en off, et tu m'as tout à l'heure parlé, tu vas le redire, de l'image avec le vélo. Est-ce que tu peux redire ce que c'est? Eh bien je pense que comme toute méthode, la mienne en premier, je pense que toutes les méthodes, il faut les remettre en question d'un moment, parce que on évolue, la vie évolue, les gens ils évoluent, et je pense que c'est très important de ne pas rester sur la base d'une méthode, mais plutôt de la faire évoluer. La PNL a été très glorieuse. Je suis désolé, je perds mes mots en français. On t'écoute bien comme il faut. À force de parler anglais. J'ai l'impression d'être Van Damme un petit peu par moment. Oui, mais Van Damme avec un accent russe qui parle anglais, c'est dur. C'est exactement ça. Non, en fait, c'est que la PNL était très populaire il y a 10 ans en arrière, et au bout d'un moment, on l'a laissé tomber. Parce qu'elle n'a pas su évoluer, elle n'a pas su s'adapter. C'est un petit peu comme on a un vélo, et puis après on passe au vélo électrique, quoi. Donc, après, donc le vélo électrique est quoi alors à ce moment-là? Si la PNL est le vélo électrique c'est quoi alors? Le vélo électrique, on va dire que ça va être tout ce qui va être, par exemple la synergologie, qui est, pour résumer, qui permet au niveau du corps, du comportement, de cerner un petit peu les émotions, de comprendre qu'est-ce qui se passe. La synergologie. Synergologie, oui. D'accord. Ou d'autres, ce qu'on appelle aussi le profiler. J'ai une de mes amies, Caroline, qui vit en Suisse, qui est vraiment exceptionnelle dans ça, parce que elle se sert de l'étude comportementale, qu'on pourrait dire aussi c'est la PNL, mais d'une manière tellement poussée qu'elle l'aide au changement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que tous les outils, que ce soit la PNL, que ce soit l'hypnose, que ce soit la synergologie, c'est des outils qui sont là simplement pour mieux comprendre la personne et l'accompagner vers quelque chose que l'on veut. Et comme j'explique souvent... Voilà, c'est ça, c'est très bien, c'est ce que tu dis, c'est que ça permet de comprendre la personne. De comprendre la personne. C'est des outils pour comprendre une personne. Et comme je dis souvent, en fait, il y a 2 manières d'aider les gens, ou du moins il y a 2 manières pour avoir un résultat des gens. C'est soit on les manipule, soit on les inspire. Et moi, dans ma méthode, et dans beaucoup de méthodes, on est plus dans l'inspiration, c'est-à-dire on aide les gens à se comprendre, alors, à s'inspirer. Quand tu dis ta méthode, c'est que j'ai vu que tu es créateur de la méthode Psycho-Leadership. Psycho-Leadership. Qu'est-ce que c'est que cette méthode par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors, la méthode Psycho-Leadership, c'est une méthode qui reprend tous les fondamentaux de toutes les formations que j'ai pu faire. Et on est vraiment axé sur le résultat. Quand je parle de résultat, c'est-à-dire que on va beaucoup travailler sur la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est la capacité... Je vais résumer, pas rentrer dans quelque chose de technique. La résilience, c'est la capacité à rebondir, entre guillemets, face à quelque chose d'assez violent qu'on a vécu. D'accord. Donc la méthode Psycho-Leadership que tu as créée permet de bien, on va dire, comprendre la personne que tu as en face de toi. De bien comprendre la personne et bien l'accompagner par rapport au résultat qu'elle attend. C'est-à-dire c'est la responsabiliser. C'est-à-dire, moi ce que je dis souvent, c'est tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, par contre tu es responsable de comment tu le vis. C'est vrai.
c'est vrai. Alors des fois c'est un peu violent quand on se prend ça en pleine tête, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand au bout d'un moment on veut quelque chose et que les choses ne fonctionnent faut pas, savoir se remettre en cause. voilà, on peut dire c'est la faute de tout le monde, c'est la Tout à faute fait. de Sarkozy, de Hollande, de Macron, etc., De beaucoup de gens. de beaucoup de gens. Mais à un moment donné aussi, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas de ma faute, hein? Je suis d'accord, ça c'est clair. Sans trop se culpabiliser, mais parce que se culpabiliser aussi, c'est pareil, quoi. Ça permet de. Non, c'est pas se culpabiliser, mais comme tu as dit, il faut se remettre en cause. Voilà, se remettre en question. dire tout le temps, effectivement, c'est la faute des autres, ça permet pas de résoudre tous les problèmes. Et à un moment donné, c'est dire en quoi moi je suis responsable de ce qui m'arrive. Alors, bon, on va parler après un peu Ukraine, mais alors ce que je veux savoir, avant, avant de parler Ukraine, les personnes que tu voyais en France, par rapport à cette méthode, c'était quel type de personnes, quel type de patients, c'était pour résoudre quel problème? Alors, j'avais des patients qui, par exemple, avaient des cancers. D'accord. J'avais des patients qui, par exemple, et oui, c'est vrai, effectivement. Des gens qui n'arrivaient, des femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes. Donc mon accompagnement, c'est les aider à comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce corps-là, qu'est-ce qui se passe dans ce corps qui fait que l'avenue d'un enfant est compliquée. Alors effectivement, il y a une partie médicale. Moi, je ne m'occupe pas du tout du côté médical. Hein. Oui. Il y a des raisons médicales. Mais tous les médecins, je t'interromps, tous les médecins diront que il est important de prendre une personne en partie entière. C'est-à-dire que le médical, c'est très bien, le corps, c'est très bien, mais il faut prendre en compte une personne au niveau entier. Voilà. Tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle le psyché, c'est très important. Et toi, tu fais l'étude des comportements et c'est très bien. Voilà, on est d'accord. Après, on peut mettre des explications dans tout et trouver du sens dans tout, mais ce qu'il faut, c'est pas mettre du sens, c'est dans beaucoup de choses, quoi. Alors, je regarde juste Arnaud parce qu'on a déjà un retour dans le casque. Oui, voilà, non, mais c'est bon, c'était la technique qui faisait ça. Ça arrive chaque semaine. Hein. Ça arrive, oui, chaque semaine, c'est effectivement. Ah bah c'est là on voit l'auditeur fidèle. Je balance, hein, maintenant, je suis là. Très bien, Nicolas, bravo, oui, tout chaque semaine, mais c'est bien, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Et j'avais par exemple des chefs d'entreprise aussi, je les aidais à mieux se gérer eux, pour mieux gérer aussi leur management. C'est un peu comme du coaching en fait. Ouais, c'est une forme de coaching. Alors, j'aime pas le terme coaching, parce que un peu. Mais non, mais quand on allume la télé, on voit des coachs qui viennent et qui sont là et qui disent tu dois croire en toi parce que tu es belle, tu es la plus belle. Et bon, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Non, bien sûr, c'est vrai. Ça serait bien. Oui, non, mais coaching, c'est là, oui, c'est le packaging. Voilà, tout à fait. C'est du développement personnel plus poussé que du développement personnel classique. On te dit, allez, tu dois croire en toi, si tu es né, c'est pour faire quelque chose. Non, c'est plus profond quand même. Hein. Et alors donc, j'ai vu aussi que tu es conférencier. Oui, tout à fait. Je donne des conférences, je forme des gens à ma méthode. D'accord. Donc je travaille en France, au Luxembourg, en Belgique, en Turquie, en Espagne. Tu voyages beaucoup alors en fait. Maintenant, je voyage un peu moins, car je suis basé sur Kiev depuis 4 ans maintenant. Ah, donc tu habites Kiev? J'habite Kiev. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord, ça sera l'objet de la discussion d'après. Tu habites Kiev? Oui, moi je crois que tu habitais en France. Non, j'habite à Kiev. Je suis parti m'installer là-bas parce que c'était plus simple pour gérer mon organisation humanitaire. Et du coup, j'ai travaillé un petit peu différemment parce que j'ai mes patients qui étaient en France, puis un peu partout en Europe qui me réclamaient. Et donc c'était un peu compliqué, donc voilà, j'ai développé une manière de travailler un petit peu différente, mais qui au final est super, quoi. Alors, à propos de tes conférences, est-ce que ce sont juste des conférences où tu expliques ta méthode ou tu es en même temps formateur? Non, je suis formateur. Ah oui. Il y a 2 types de conférences. Il y a des gens qui viennent qui ont besoin de comprendre des choses. Et il y a d'autres gens qui ont envie d'être formés pour pouvoir transmettre. Moi, ce qui m'importe, quand je fais une conférence, j'aime pas trop faire des conférences devant 200 personnes, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des conférences, que ça soit interactif. Parce que on vient, on paye pour quelque chose. Bien sûr. Et souvent, on a des questions. Et moi, j'adore les questions. Oui, et s'il n'y a pas de questions, je foire mes conférences. Ça m'est déjà arrivé une fois à Biarritz, j'avais une conférence très importante où il n'y avait pas d'interactivité. Oui, où les gens t'écoutent. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis arrivé, j'étais en stress, j'ai complètement foiré ma conférence. J'avais honte, j'avais très honte. Bon, tout le monde m'a applaudi, j'ai encore plus honte. Ça se voit pas. Je leur ai dit en plus, je suis désolé. Quels sont le profil des personnes qui viennent te voir alors, au niveau des conférences? Est-ce qu'il y a de toutes les professions ou est-ce que c'est des Il y a vraiment de toutes les professions et puis ça dépend quel type de conférence aussi. Dernièrement sur Paris, j'ai fait une conférence qui s'appelle L'étranger qui sommeille en nous. L'étranger qui sommeille en nous, oui, très bon titre. Ouais. C'est-à-dire, quelle part de moi va m'empêcher de réussir? C'est qui? C'est moi l'adulte, c'est moi le petit enfant, c'est moi en tant que papa, c'est moi en tant que fils. Oui, ça permet de faire une introspection sur soi. Bien sûr. En fait, on a tout en nous et c'est ma vision de la chose, contrairement au médical, dans tout ce qui va être lié
tout ce qui est état d'esprit, etc. Tout à fait. Voilà, on peut comprendre beaucoup de choses, ça permet de libérer beaucoup de choses. Après, bon, si je me casse une dent, il faut que j'aille chez le dentiste, quoi. Je pense, oui, voilà. Et après, j'essaierai de mettre un sens en disant... Voilà, même si tu es le meilleur des meilleurs au niveau de ce que tu as dit, il faudra peut-être quand même aller voir le dentiste, même si tu te casses une dent. Alors, puis-je parler Tu d'une peux. petite anecdote? Allez, oui, vas-y, Alors, donne une anecdote. il faut savoir une chose. Je rentrais du front de guerre, donc j'étais en Ukraine. Et je suis allé chez le dentiste qui a eu la bonne idée de m'arracher une dent de l'autre côté de là où j'avais mal. Donc ça, oui, c'est bon. un peu spécial. Et j'avais mal. Dentiste français ou dentiste Non, dentiste ukrainien. D'accord. Et j'avais super mal. Et donc j'ai écrit à David en pleine nuit, plusieurs jours après. Je lui dis, David, écoute, j'ai super mal. Est-ce que tu peux me dire c'est normal? Donc j'ai essayé de prendre des photos avec mon iPhone, avec la lampe. Et il me disait, envoie-moi une photo. Une radio panoramique. Une radio panoramique. Et donc il était 2h30 du matin, et je suis resté vraiment bête en me disant, mais bien sûr, tout le monde a dans sa poche une radio panoramique. C'était oui, une logique. Pour moi, c'est logique. Moi, je pensais que tu allais me dire, bah non, oui, non. Est-ce que tu as avec toi autre chose? Voilà. Ouais, bah non, c'est radio panoramique. Et là, je me suis dit, il est énorme, ce David, il faut... Voilà. Il faut le voir. Il faut que je raconte cette anecdote. J'ai failli mettre un petit statut sur Facebook. Mais voilà. Bien raconté. Alors donc moi je vais rebondir dessus en disant ce que c'est qu'une radio panoramique. Donc une radio panoramique, c'est un examen qui permet de voir exactement l'état de la dent. Parce que c'est vrai que c'est difficile à distance, c'est difficile par internet, et même c'est difficile avec une photo de dire à Nicolas, même si c'est le grand Nicolas Superman, ta dent a ci et ça. Voilà, c'est très difficile. Et une radio panoramique, c'est un examen qu'on fait chez le dentiste avec des rayons X qui permet de voir l'état de la dent et de faire un petit diagnostic, déjà un pré-diagnostic. Et alors que je pense que vous tous qui nous écoutez, comme moi, vous attendiez juste une réponse de la part de David en disant non, écoute Nicolas, ça va aller, prends-toi un petit Doliprane. Enfin voilà. Mais non, mais si c'était si simple. Mais non, mais c'est exactement comme tu as dit tout à l'heure avec l'histoire du coaching, c'est pas si simple. Je sais, c'est là que j'ai compris et j'en ai rigolé et donc je suis allé me faire une radio panoramique le lendemain pour l'avoir toujours sur moi si quelqu'un me demande dans le métro est-ce que. Voilà. Bah écoute, la prochaine fois que tu m'appelles à 2h du matin pour me dire que si t'as mal aux dents, je te dirai. T'inquiète pas, ça va aller bien. Donc n'hésitez pas à appeler David à 2h du matin, il adore ça. Surtout en demandant des radios panoramiques. Exactement. Et c'est cette petite trace d'humour qu'on va faire une deuxième pause avec la seconde playlist de Nicolas. Je ne sais pas s'il y a d'autres programmes ce soir. Alors la seconde playlist. La seconde musique de la playlist. Mon amour, mon ami, que j'ai découvert quand j'étais à Paris complètement par hasard, d'un film qui s'appelait 8 femmes. C'est mon ami qui regardait ça en russe. Et d'un coup, il y a eu cette musique. Moi, j'ai rentré de consultation. Et j'aime bien. Voilà. Ça bouge un peu, c'est mignon, ça fait un peu vieux français. J'aime bien. Allez, c'est parti pour la musique. Et on se retrouve juste après en parlant de l'Ukraine. À tout de suite. De retour dans Docteur 2.0. J'adore cette playlist. Alors, ce qu'on va faire, Nicolas, c'est que maintenant, tu vas être monsieur playlist de Docteur 2.0. Toutes les semaines, c'est toi qui fais la playlist. Écoute, très bien, avec grand plaisir. Avec plaisir. Au moins j'aurai une partie de moi qui sera à Paris. Et voilà. Ouais. Alors, donc, on va parler un peu international. Donc, l'Ukraine. Alors, déjà, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Alors, on va parler du conflit ukrainien après et de ce que tu apportes aux personnes qui subissent le conflit ukrainien. Déjà, ce que je veux savoir, c'est pourquoi l'Ukraine. Pourquoi tu t'es dit, parce que malheureusement beaucoup de conflits dans le monde, et pourquoi ce conflit t'a intéressé? Si intéressé le terme. Déjà, ça remonte à très très loin. Très loin. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, il y avait la guerre en Yougoslavie. Et je me rappelle aussi qu'on récoltait du riz pour le Mali. Un petit peu après, oui. Oui. Et moi, dans notre famille, nous n'avons pas de père. Et ma mère était seule avec moi et mon petit frère et ma petite sœur. Et souvent, quand je me couchais, j'avais des images en me disant, mais si un jour il y a la guerre en France, qui c'est qui va s'occuper de mon frère et ma sœur? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment hanté. Et peut-être que c'est ça qui m'a fait découvrir l'être humain et aimer l'être humain. Et par rapport à l'Ukraine, c'est une histoire assez simple. C'est qu'on a un grand-père qui est né en Ukraine. Oui, donc tu as quelques origines quand même. Et qui, dans sa jeunesse, a dû fuir l'Ukraine. Qui est venu en France, qui s'est engagé dans la Légion étrangère. Et qui, quand j'étais enfant, m'a partagé son amour de l'Ukraine. D'accord. Alors, donc, comment ça s'est passé il y a 4 ans? Donc, il s'est passé Maïdan, il s'est passé des choses pas belles. Il y a eu toi, quel a été ton déclic? Moi, mon déclic, ça a été quand les médias français ils parlaient extrêmement mal au niveau des Ukrainiens. Il faut savoir qu'en France, quand même, il y a une propagande pro-russe qui est présente. Oui. Il y a une très jolie cathédrale orthodoxe en plein Paris.
Donc, venant des médias et de voir un petit peu l'image pas très belle qui donnait l'Ukraine, j'ai décidé d'y aller sans rien connaître, sans parler ukrainien ni Ah donc russe. tu parlais pas ukrainien, Je parlais même pas anglais. Ah oui, d'accord, Voilà. d'accord. Et donc je suis arrivé là-bas et la première chose qui m'a choqué, c'est le froid. Parce qu'il faisait moins 27. Effectivement, oui. Et quand tu as moins 27 qui arrive dans le nez Ouais. et qui rentre dans tes poumons, tu te demandes comment. Qu'est-ce que tu fais là? Et encore, oui, qu'est-ce que toi tu fais là? C'est clair, mais que les gens subissent ça, puis avec la guerre, ça doit être terrible. Alors, c'est après, quand oui. je suis arrivé sur le Maïdan, où au début je comprenais pas trop. Parce que, donc tu es arrivé en hiver, c'est ça? Je suis arrivé en janvier. Hiver janvier 2014. D'accord. Et donc sur Maïdan, il faisait très froid, il y avait des gens qui étaient là. Et il y avait une espèce d'organisation. C'est-à-dire que les gens étaient organisés, ils étaient complètement pacifistes. Et ça, c'est important. D'accord. Et il n'y avait pas d'Américains ou je ne sais quoi. Oui. C'était des Ukrainiens qui étaient dans la rue. Il y avait des grands-mères, il y avait des étudiants, il y avait des agriculteurs, Donc qui étaient là pour manifester en fait. Pour manifester, c'est ça. Juste pour montrer que voilà, ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Ensuite, le président ukrainien a fui. Oui, je me rappelle. Oui, effectivement de cette histoire. Avec beaucoup d'argent, en laissant un immense palais que les Ukrainiens ont eu la joie de découvrir et passer l'argent. Et ensuite, la Russie a commencé à envahir l'est de l'Ukraine. Alors, de manière, comme à chaque fois avec la Russie, de manière un peu subtile. Je sais, alors je vais peut-être pas aller dans ton sens, mais que tu dis avec la Russie, moi je dis malheureusement dans tous les conflits. Dès qu'il y a une guerre, que ce soit la Russie ou un autre pays, de toute façon ça n'y va pas avec du velours, comme on dit. Ça n'y va pas avec du velours, mais chaque fois c'est toujours la même propagande, c'est-à-dire on vient protéger nos citoyens russes qui vivent sur le territoire ukrainien. Ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Donc tu es arrivé sur place. Enfin, moi, j'étais toujours à Kiev. Oui, tu étais à Kiev, donc d'accord. Après, moi, j'étais rentré en France, etc. Et puis, je suis arrivé en Ukraine. Et parce que je faisais des allers-retours. Et j'avais rencontré des psychologues qui s'occupaient, c'était peu de temps après la guerre, qui s'occupaient un petit peu de la réalisation des vétérans de guerre, des soldats. Parce qu'il faut savoir que les soldats en Ukraine, c'est des gens comme toi et moi. Bien sûr. C'est des agriculteurs. C'est des gens en fait, qui sont engagés. Oui, ce n'est pas une armée. Oui, c'est pas une armée professionnelle. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont engagés pour défendre leur pays d'une agression. Ce qu'on appelle un peu des réservistes, quelque part. C'est ça. Un peu le principe du réserviste. Ouais. Donc il y a des agriculteurs, il y a de tout. Je t'interromps, ce que tu parles au niveau de ces soldats. Actuellement, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, les soldats ukrainiens, ce sont des gens, entre guillemets, comme toi et moi. Mais bien sûr. Je sais pas, je pose la question. Il n'y avait pas d'armée en Ukraine avant. D'accord. Pourquoi avoir besoin d'armée? Un pays doit se défendre quoi qu'il arrive. Je ne sais pas. La Suisse, elle a une armée. Oui, non, bien sûr. Je sais. Non, mais je comprends. Ils ont une armée de banquiers, mais ils n'ont pas une Je suis d'accord. Donc j'ai rencontré des psychologues qui étaient un petit peu dépassés, qui étaient surtout hyper dépressifs. Et moi je me dis, mais une guerre dans un pays, c'est une étape. C'est pas une finalité, quoi. Bien sûr. Et que si ces gens qui combattent pour l'Ukraine, ces civils qui vivent cette guerre-là, derrière ils n'arrivent pas à se le construire, ça sert à rien, quoi. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Donc toi, tu vas apporter qu'est-ce que tu vas apporter justement à ces gens-là? Nous, avec Smile for Ukraine, c'est très important, c'est la manière dont on approche les choses. Il faut savoir qu'aussi en Ukraine, la plupart des gens ne veulent pas parler à des psychologues, ils ne veulent pas parler à des docteurs, ils les fuient un petit peu. Parce qu'ils disent, mais attends, t'es qui toi pour... Oui, je comprends. T'as pas été sur le front, donc tu peux pas me comprendre. Donc nous, en fait, avec Smile for Ukraine, on essaie vraiment d'avoir une approche complètement différente, et on a une approche complètement différente, c'est-à-dire que les gens, on est là pour les booster un petit peu, en disant oui, c'est affreux. D'accord. Oui, on peut pas le nier, mais il n'y a que toi, entre guillemets, qui peut progresser aussi pour aller mieux, et il n'y a que toi qui peut contribuer aussi à aider ton pays. Donc on a d'excellents résultats. Aujourd'hui, on a une 50aine de volontaires. D'accord. On a d'excellents résultats parce que on accompagne les gens, on les assiste. On va parler de ça juste après. Je voudrais juste d'abord qu'on parle un peu de la situation aussi sur place. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ce qui s'est passé il y a 4 ans? Parce que malheureusement, dans les médias français et même européens, on n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a un chiffre qui ne bouge pas, c'est le nombre de morts. C'est-à-dire que chaque fois que je vois une info, on dit voilà, il y a 10 000 morts depuis le début du conflit. C'est une guerre. 10 000 morts depuis le début de la guerre. Bon. Alors, 10 000 morts de quel côté? Non, du côté ukrainien, mais il faut vraiment la mettre à jour. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas. Voilà. Cette semaine, il y a encore une jeune infirmière de 24 ans qui est morte. Cette nuit, sur une ville, toute la nuit, il y a des bombardements. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. On ne se rend pas compte. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Les médias n'en parlent pas. Bien sûr. On n'en parle pas parce que c'est pas intéressant, parce que je sais pas pourquoi.
Alors, à propos des médias, là on vient de parler des médias européens, et les médias ukrainiens, comment ça se passe quand on est en Ukraine? Est-ce qu'on parle de la guerre en Ukraine? Ouais, bien sûr. Et Ils en parlent tous les jours. Et dans quel sens, justement? Il y a différents types de médias en Ukraine. Sans faire de polémique non plus, mais Ouais. est-ce qu'il y a une propagande? Bien sûr. Hmm. Bien sûr, parce que l'Ukraine se fait attaquer de toutes parts, donc elle est obligée aussi à un moment donné de se défendre. Oui, oui, je comprends. Donc quand on a une propagande russe qui est internationale, l'Ukraine doit se défendre aussi. Encore une fois, pour moi c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on parle de russe ou d'Ukraine, on parle de politique. Bien sûr. Moi la politique, c'est pas mon domaine. Oui, parce ça, ok. même en France, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que en dessous des politiques, il y a des gens. Il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, il y a des enfants. Toujours. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'importe. C'est vraiment d'aider ces gens-là parce qu'ils sont pour rien dans cette guerre. Le conflit ukrainien actuellement, ou la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre, tu viens de le dire, est partout dans toute l'Ukraine, ou est-ce que c'est vraiment localisé sur certaines régions d'Ukraine? Alors, c'est la question un peu peut-être idiote, mais en tant que néophyte, voilà, je pose une question. Elle est dans l'est de l'Ukraine. D'accord. Elle est assez loin de Kiev, parce que Kiev est une ville tout à fait normale. C'est une capitale européenne où. Ça veut dire que quelque part, on peut aller à Kiev sans pour autant voir la guerre. Je vis à Kiev. Tu vis à Kiev. Donc à Kiev, il n'y a pas la guerre. Mais c'est pour ça que c'est un peu déroutant. Quand des fois on part en zone de guerre. Oui, on se rend pas compte. C'est ça, on se rend pas compte quand on est à Kiev que à, je sais pas, 500 km plus loin. 500 km, c'est pas énorme non plus. 500 km, il y a des gens qui meurent. C'est ça, toutes les nuits. Et puis il y a des gens qui vivent dans des caves aussi. Bien sûr. Des gens qui vivent dans des souterrains, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de pouvoir. Et puis tout le monde s'en fout en fait. C'est ça qui est important. Tout le monde s'en fout, oui, malheureusement, oui, c'est de la politique. C'est pour ça que la politique ne m'intéresse pas, car. Bon, là, de toute façon, la politique, c'est tellement compliqué, mais on va parler maintenant de ton activité. Voilà, parce que ton activité, c'est pas une activité politique, on est bien d'accord. Voilà. Toi, tu es là pour aider les gens. J'ai eu un article un jour qui disait que j'étais financé par le président ukrainien ou par l'OTAN, et ça m'a fait rire. Tu es financé par l'OTAN, bravo. Mais j'adorerais en fait. J'adorerais parce que ça serait plus simple. On aurait plus de budget, puis on pourrait faire des belles choses. Donc. Voilà, donc on répète que tu ne fais pas de politique, on ne parle pas politique, voilà, et que toi, ton rôle... Mais en fait, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je donne aucune considération à la politique. Il fait son boulot, il fait ses lois, il fait... Voilà, fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Alors avant de parler vraiment de ton activité, j'ai une question, donc tu aides les personnes sur place, mais alors puisqu'il y a une guerre, il y a quand même deux camps malheureusement, est-ce que tu aides aussi bien les Ukrainiens ou l'autre partie également Parce que malheureusement, dans une guerre, les deux parties ont des blessés, des morts et des personnes qui vont pas bien. Moi, ce qui m'importe le plus, et c'est là où j'en vais un petit peu à l'autre partie... Alors, quand on dit l'autre partie, c'est qui l'autre partie? C'est la Russie. Pro-russes. Voilà, que ce soit des Ukrainiens pro-russes ou des Russes, tout simplement, parce qu'ils instrumentalisent les enfants. Et ça, je trouve ça inadmissible, parce qu'un enfant, une guerre, il ne comprend pas ce que c'est, et de les faire détester un pays, je trouve que c'est horrible. Oui, mais malheureusement, dans beaucoup de guerres, voilà, malheureusement, ça l'endoctrinement des enfants, c'est terrible. Et je trouve ça horrible. Et malheureusement, quand un article était sorti sur moi, j'avais pris contact avec l'auteur pour dire voilà, arrête de raconter des bêtises sur moi. Il y a des enfants aussi de ton côté, il faut les aider. Parce que c'est important. Un enfant, c'est lui qui va construire ton pays. S'il grandit dans la haine, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va finir alcoolique et il va rien faire de sa vie. C'est horrible. C'est vraiment horrible, quoi. Alors pour répondre, je repose encore ma question. Est-ce que tu aides également les pro-russes qui ont des soucis? Non. Voilà, donc toi c'est vraiment quand même le côté ukrainien. C'est eux qui sont agressés. Je suis d'accord, oui. Oui, non, mais c'est une question vraiment, j'insiste, purement objective et peut-être un peu naïve. Maintenant, peut-être qu'il existe un Nicolas Takussel de l'autre côté. Certainement. Bon, pas aussi bien que toi, évidemment. Pas le super Nicolas Takussel. Mais il doit exister quand même quelqu'un qui est de l'autre côté. Voilà, mais en tout cas, toi, j'espère, parce que ces enfants, il faut les apaiser, quoi. C'est important. Même en Ukraine, il faut les apaiser. Il y a aussi même au sein même de l'Ukraine, il y a des conflits par rapport aux gens qui viennent de l'Est et qui arrivent parce qu'ils ont tout perdu et qui se retrouvent à Kiev et on leur en veut un petit peu d'avoir laissé le pays, quoi. Je comprends. Allez, il est 19h35, on va se faire une petite pause. Quelle est la troisième musique? C'est une musique, la synchronicité est absolument parfaite, qui parle d'amour, de l'hôtel Coste, un super. Voilà, ça c'est très bien. L'amour,
l'amour. Et encore une fois l'amour. Et à tout de suite pour parler avec Nicolas Tacussel de son activité en Ukraine. À tout de suite. Allez, de retour dans Docteur 2.0 avec ce soir mon invité Nicolas Tacussel qui est fondateur de l'ONG Smile for Ukraine. Bon, on t'a découvert pendant toute l'émission. On va maintenant réellement parler de ton activité. Donc de ce que tu apportes aux personnes que tu vois sur place. Mais j'aimerais aussi après qu'on parle de ta préparation à toi. Dans le sens où bien, voir ce que tu vois sur place ne doit pas être toujours très facile. Et j'aimerais qu'on parle aussi de comment toi tu te prépares. Alors d'abord un petit peu, tu veux parler de quoi d'abord de ta préparation à toi? Bon, on va commencer par ça. Allez. Comment alors donc comment toi tu te prépares et comment tu te conditionnes pour voir ce que tu vois et pour aider les personnes après. Aider les personnes, c'est clair. Et surtout ne pas derrière se suicider. Oui, mais c'est ça. Non, mais on est tout à fait d'accord. Voilà. Quand je dis comment tu te prépares, c'est ça, psychologiquement parlant. Parce que tu dois avoir des choses pas belles, et pas belles, on est loin du terme, réel. Il faut après pouvoir supporter tout ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, en zone de guerre, on est confronté à une injustice permanente. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'injustice qui est là, permanente. Oui, et le terme et je pense que le terme est très bien trouvé, c'est l'injustice. L'injustice, ouais. Tu vas voir des corps mutilés, tout ça certainement, mais c'est l'injustice. L'injustice, ouais. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, ils n'ont rien demandé, qui sont bombardés, qui perdent des mamans qui perdent des enfants, des orphelins, des agriculteurs qui perdent leurs jambes parce qu'ils marchent sur des mines, des enfants qui ramènent des mines et qui seront sautés avec les mines. Enfin voilà, il y a un mélange de beaucoup de choses qui renvoient vraiment à l'injustice. Moi, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que quand j'ai décidé de monter Smile for Ukraine, Alors tu l'as créé en quelle année Smile for En 2014. 2014. D'accord. On l'a enregistré en Ukraine, c'est une ONG ukrainienne, on l'a enregistré au niveau de la ministère de la police sociale. Oui, donc c'est une ONG, hein, donc on est bien d'accord, donc tu n'es pas partisan d'un camp, c'est une ONG, on est d'accord. Apolitique, très important. Et on est là surtout pour apaiser les gens, pour aider à reconstruire derrière. Et pas financé par les Américains ni par qui que ce soit. Oui, mais le message est passé, c'est très clair. C'est très clair. Donc, pour moi, c'est important de savoir pourquoi est-ce que j'y vais. C'est-à-dire que Smile for Ukraine, cette organisation militaire, ce que je fais en Ukraine depuis 4 ans, m'a permis de me connaître beaucoup mieux. De te connaître toi. De me connaître moi. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est que quand je pars en zone de guerre, je veux être le plus calme possible et le plus en paix avec moi-même. C'est ça qui est important. Parce que si en toi t'es déjà pas très bien et que tu pars en zone de guerre, il va t'arriver que des conneries, des trucs. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir encaisser tout ce que tu vois. C'est ça. Donc la première des choses, c'est je fais énormément de méditation. Et je fais énormément de sport. C'est-à-dire de l'équitation. De méditation. Ah, méditation, je n'avais pas compris, pardon. Oui, de méditation, bien sûr. Et je fais aussi énormément de sport pour m'apprendre à me surpasser. D'accord. C'est-à-dire que quand on arrive, par exemple, je vais avoir un groupe, moi chez Smile for Ukraine, je m'occupe de choses. Je m'occupe des communications, de former les Donc c'est toi le président de Smile for Ukraine? Je suis le président fondateur. Je ne peux pas être le directeur parce que je ne suis pas ukrainien. Oui, d'accord. Moi, je m'occupe de former les volontaires à ma méthode, qui après, eux, forment eux-mêmes. Donc, c'est des psychologues, des psychiatres, des docteurs, des infirmiers. Et donc, du coup, ça me demande énormément d'énergie, parce que des fois, j'arrive devant des groupes de mamans qui ont perdu leurs enfants, une vingtaine de mamans qui viennent de perdre leur enfant. Il faut savoir quoi leur dire. C'est pas de l'énergie, je pense que c'est surtout, il faut que tu aies quelque part une carapace, il faut que tu puisses encaisser le malheur des autres. C'est dur de voir le malheur des autres. Donc, le seul moyen de l'encaisser, c'est de se préparer. C'est-à-dire que plus ta préparation va être au niveau de ton ambition. Moi, je dis souvent, mets-toi au niveau de ton ambition. C'est-à-dire, tu veux faire ça, prépare-toi. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que des fois, je vais faire des footings à 2h30 du matin, alors que j'en ai vraiment pas envie quand il pleut ou quand il fait moins 15, pour m'obliger, entre guillemets, à me dépasser. Oui, c'est comme une préparation sportive. C'est une préparation sportive, c'est-à-dire j'ai une préparation physique et une préparation mentale, pour justement tenir au maximum. Et des fois, dans les groupes, il y a tout le monde qui pleure, et mes traducteurs, ils pleurent, et moi, je suis là, je continue à parler normalement, etc. Donc, moi, j'interviens sur les groupes. Et ensuite, c'est mes volontaires en consultation individuelle qui font le travail. Donc la préparation est primordiale. Et c'est ce que j'explique aussi à mes volontaires, c'est-à-dire qu'on se doit, qu'on est en face de gens qui ont un vrai besoin. Donc on se doit d'être au top, quoi. Bien sûr. Donc la préparation est aussi importante que la consultation. C'est là qu'on voit que tout est relatif, hein, avec nos petits problèmes actuels, nous... Ouais, mais en fait, non. Tu vois, moi, j'avais un souci, c'est qu'après, j'avais des patients, par exemple, en France, qui n'osaient plus m'appeler, ils culpabilisaient. Oui, je comprends, oui. Et dans ma vision de mon travail, la douleur, c'est le résultat d'une impuissance. Et par rapport à l'impuissance, on vit tous de la même façon une impuissance. Quand tu as mal à une dent, tu ferais n'importe quoi pour ne plus avoir mal. Absolument. Quand tu perds un enfant, tu ferais n'importe quoi pour ne plus... Et les deux, c'est vraiment deux choses totalement différentes, effectivement. Mais c'est l'impuissance, entre guillemets, qui réunit l'individu.
Voilà. Donc toi, tu te prépares donc mentalement avec la Moi, méditation. pas uniquement la méditation, je vais au sport et je me fais violence, quoi. Oui, je comprends. Quand je te dis, des fois, en général, à 2h du matin, voilà, tu sais, t'es au chaud, t'es chez toi, etc. Et quand j'avais pas envie, je vais courir pendant 6 km. Oui, mais alors, à contrario, on pourrait croire, mais c'est peut-être une bonne chose, c'est-à-dire que quand tu vois effectivement, comme tu as dit, des mamans pleurer, ou tous les malheurs du monde là-bas, et que tu restes impassible, C'est pas impassible, je suis beaucoup dans la compassion. Alors voilà, mais c'est là où je voulais en venir, on pourrait se dire, mais Nicolas, il est dur, il montre pas de sentiments, il n'en a peut-être rien à faire quelque part. Mais c'est pas ça, c'est que ils ont pas besoin de... Enfin, je suis pas là pour pleurer. Oui, mais bien sûr. Et moi, ma mission, elle est bien spécifique. C'est-à-dire que ma mission, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je le fais. Parce que tu sais, quand tu vas en zone de guerre, tu vois tout le monde, t'as envie de ramener tout le monde. Mais tu fais quoi? Tu le mets dans ton appartement? C'est pas possible. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en accord avec soi-même et de faire aussi un travail sur soi. Moi, je n'ai pas honte de dire que je vois 4 thérapeutes différents. Je vois une psychologue, un hypnothérapeute, etc. Parce que des fois, dans ma vie, j'en ai besoin aussi. Mais c'est important, tu peux pas garder tout ce que tu vois pour toi-même. Voilà. Et puis, je ne le fais pas pour avoir un problème psychiatrique. Oui, non, mais je comprends. Donc la préparation, qui est très importante, et puis savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Moi, je sais pourquoi je fais ça. Donc à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, on s'y tient. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on est tous volontaires dans l'organisation humanitaire. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que si un jour, moi je n'ai plus envie de le faire, j'arrête. C'est ça. C'est pas motivé par l'argent ou un autre facteur. C'est ça qui est très important. Par exemple, avant, j'étais plus de 25 fois en zone de guerre. Bon, depuis que j'ai rencontré mon ami, je n'y vais plus. C'est un choix, parce que je comprends le souci que je peux faire à ma famille. C'est normal. Donc, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis en accord avec mes choix. Et si un jour je décide d'arrêter, je dis, attends, ça va aller. Oui, je comprends. Aujourd'hui, on est entre 50 volontaires. On fait plus de... Je sais pas les chiffres exacts, quoi, mais on a aidé là sur les prochains mois, on a 3 nouvelles villes où on ouvre. D'accord. Oui, donc l'organisation comprend 50 personnes, c'est ça à peu près? D'accord. Entre 30 et 50, ça dépend. Et qui sont répartis sur toute l'Ukraine ou comment qui sont répartis principalement sur 3-4 villes de l'Ukraine qui vont pour nous sur la zone de front aussi. Alors pour reparler encore, puis on va reparler après de ce que tu fais sur place, mais pour reparler de ta préparation, pour refinir sur ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas aussi une préparation à faire après, ce qu'on appelle un débriefing, c'est-à-dire que se préparer à voir sur place, c'est bien, mais quand tu rentres après en France, ça doit être difficile aussi. Ouais, c'est très compliqué. Et oui. Et comment on se prépare à ça, à subir un choc et à revenir à une vie quelque part normale? Ça doit être dur, ça. En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'accepter que les gens sont imbéciles. C'est-à-dire que, je me rappellerai toujours, j'étais rentré d'Ukraine, je prenais le train pour descendre chez moi à Nîmes, et j'avais dans le train des gens qui râlaient pour rien. Mais oui, bien sûr. Et ils me rendaient fou, en fait. Je me disais, mais putain, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Évidemment. Et en fait, ça m'a vraiment... Oui, c'est là où on relativise tout, bien sûr. Et ça m'a énervé. Et là, je me dis, bon, tu commences à ne pas aimer les gens, ce qui est un problème, quoi. Donc je me suis mis des paliers des sas, entre guillemets, comme on fait avec par exemple, des soldats qui ont été prisonniers, qui ont été frappés, etc., torture. Je me fais un sas, c'est-à-dire que j'accepte, après ma mission, par exemple quand je prends le train pour rentrer à Kiev, d'être mal pendant 1 heure. Je me l'accepte, c'est-à-dire que je sais que c'est le moment où je vais me relâcher, où je vais commencer à recevoir des messages de plein de gens qui me disent merci, merci, merci. Et pendant ce moment-là, j'accepte d'être totalement angoissé. C'est horrible pendant 1 heure. Mais quelque part, c'est ça, c'est le palier de décompression. C'est ça. Donc pendant 1 heure, je doute de tout. C'est horrible à vivre, mais je l'accepte parce que je sais que c'est important. Parce que voilà, j'ai des émotions. Bien sûr, tu as des émotions et comme je l'ai dit, tu peux pas tout garder pour toi. C'est-à-dire qu'il faut un moment où tu lâches le truc. Et puis surtout, moi, ce qui est important, c'est de montrer des résultats positifs. C'est-à-dire que même sur Facebook, quand je communiquais par rapport à mes activités, je ne montrais jamais l'horreur de la guerre. Parce que je n'aime pas faire culpabiliser les gens. Je comprends. Et moi, je préfère les gens qui soutiennent ou qui me suivent ou parce qu'ils sont inspirés par ça. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de partir en Ukraine. On peut le faire juste en bas de chez soi, quand on croise quelqu'un, un sourire. C'est des choses toutes simples en fait. C'est juste de l'humain. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vraiment perdu ce côté humain. Mais alors, c'est ça pour moi le plus à propos, donc tu me dis tout à l'heure que tu étais formateur, donc tu formes des personnes. En psycho-leadership. Voilà, en psycho-leadership. Mais est-ce que ces personnes-là, c'est uniquement une formation pour l'Ukraine ou tu peux aller dans n'importe quel conflit? Non, Parce que donc l'association, c'est Smile for Ukraine. Alors, l'association Smile for Ukraine, où moi j'ai formé, j'ai pris des psychologues, etc., qui venaient à mes formations et en échange, ils me donnaient du temps. Donc eux, ça les arrangeait parce qu'ils adorent mes formations. Et après, eux, ils diffusent aussi la formation, donc c'est très intéressant. Après, ça, c'est mon activité en Europe.
hein. Donc en Voilà, Europe, c'est ça, d'accord. je forme des gens qui sont déjà soit thérapeutes, soit qui veulent devenir thérapeutes. D'accord. Et après un long processus, parce que je suis beaucoup plus strict en Europe qu'en Ukraine. D'accord, C'est-à-dire d'accord. que Bon, c'est bien, c'est mes patients qui m'ont dit ça, Mais c'est notamment vrai. Émilie. Émilie qui m'a dit tu es trop dur avec tes patients. Bonjour Émilie, alors. Voilà. D'accord. Qui est gentil comme tout. Mais et puis voilà, aussi par rapport à Smile for Ukraine, je suis entouré, j'ai une coordinatrice, Anna, qui habite au Luxembourg, qui est adorable. D'accord. Sacha, qui T'es est bien entouré, quoi. On est bien entouré. D'accord. Donc, Alors, qui es-tu vraiment sur place maintenant? Donc, on a parlé de ta préparation, donc toi, tu es prêt à voir ce que tu vois sur place. Qui a besoin de toi sur place? Moi, je suis là pour leur mettre. Je vais dire tout le monde, mais qui a besoin de toi sur place? Moi, je suis là pour leur mettre un électrochoc. Oui, mais à qui? Alors, je vais aller plus loin dans mes questions. Est-ce que tu vois uniquement les soldats qui reviennent du front? Est-ce que tu vois aussi, malheureusement, les gens ordinaires, entre guillemets, comme nous, qui perdent des gens de leur famille? Qui vois-tu sur place? Qui es-tu sur place? Moi, j'ai la grande chance d'être une grande curiosité. C'est-à-dire, je suis français. Et du coup, les gens, le fait que je sois français, ils viennent vraiment par curiosité, quoi. Ils viennent pas parce qu'ils croient en... D'accord. Donc j'ai participé à un forum là, à Kiev il y a 3 mois sur la médecine réhabilitatrice. Où j'expliquais qu'en fait le problème en Ukraine, c'est que les soldats, les civils, etc., n'allaient pas voir des psychologues parce que ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Alors que le but du jeu, c'est... Dans beaucoup de pays, malheureusement, voilà, le psychologue, n'est pas très bien vu. C'est ça. Et donc, nous, avec Smile for Ukraine, le but du jeu, c'est la curiosité. Donc, une fois qu'ils ont ouvert la porte, on fait en sorte qu'ils restent. Donc, c'est parce que ça leur plaît. Et je me rappelle, on a des groupes de soldats qui viennent des fois, ou même des mamans qui viennent pendant 1 heure, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de psychologue, etc., et qui disent, mais non, c'est génial chez vous. Et je dis, mais je suis le seul qui n'est pas psychologue, tous les autres sont psychologues. Et, voyez-vous, ça vous a fait du bien. Donc, ils reviennent. Et c'est comme ça. Ta méthode marche très bien, alors. Je pense que... En fait, tu peux utiliser toutes les méthodes que tu veux, c'est toi qui fais la chose. C'est toi qui fais la chose. Évidemment. Et c'est pour ça que la préparation est importante. Donc moi, je vais voir des orphelins en zone de guerre, je vais voir des civils qui vivent dans des sous-sols, où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, où je vois des amputés à l'hôpital, dans la gestion de la douleur notamment. Je vois des groupes de mamans, je vois des... Voilà. Après, ce qui est bien avec Smile for Ukraine, c'est que, encore une fois, moi je suis un petit peu le... Moi, je fais les groupes, je vous montre qu'il y a de la lumière, et après, les volontaires, ils prennent le relais, et puis ils font un travail individuel avec leur spécificité. On a d'excellents addictologues, on a d'excellents infirmiers, on a d'excellents Tu parles infirmier ou addictologue, la question est, est-ce qu'au niveau médicaments, il y a tout ce qu'il faut sur place pour gérer la douleur, ou c'est un peu compliqué. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Il faut le payer, c'est ça le truc. Oui, je comprends. Il faut le payer et des fois ils n'ont pas forcément l'argent. Donc ils sont pas forcément bien soignés. Oui, et c'est là où psychologiquement, toi, tu interviens. Où tu peux aider ces personnes-là. C'est ça. En fait, moi je leur redonne confiance. Oui, voilà. Simplement. Je leur dis voilà, il faut... Enfin, là je le dis à la radio, on est à Paris, c'est facile. Oui, c'est facile. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment voir comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment une... On donne ses tripes, quoi. Je suis là pour ça, donc je me mets pas à moitié. Je le fais vraiment à 100%. Oui, tu te donnes à fond. C'est pour ça que souvent après je suis un peu fatigué. Ce qui est normal, bien sûr. Parce qu'il faut la traductrice, et des fois la traductrice traduit pas bien. Donc c'est très éprouvant physiquement. J'ai l'impression d'être un chanteur, sauf que je ne gagne pas autant qu'un chanteur. Qui sait un jour, oui, parce qu'il y a aussi la barrière de la langue. C'est-à-dire, bon, toi maintenant tu parles ukrainien. Je parle russe. Ah, tu parles russe, oui. Et alors, en Ukraine, comment ça se passe? Tu te fais comprendre Eh bien, donc en Ukraine, normalement on parle en ukrainien. Maintenant tout est écrit en ukrainien. C'est normal parce que c'est la langue du pays. Mais moi, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas le temps de m'en occuper. Donc je parle russe, mais dans mes séminaires, je les parle en français et on les traduit en russe. Donc ça veut dire que sur place, tu es accompagné d'un traducteur. Et j'ai 3-4 psychologues avec moi qui m'accompagnent parce que c'est important. Voilà quoi, ils viennent, ils regardent comment je travaille, ça les intéresse. Mais c'est surtout qu'il y a une demande de leur part. C'est-à-dire qu'ils aiment bien me voir travailler. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ce moment-là? Alors donc, comment tu travailles? Donc, est-ce que tu as un bureau sur place ou est-ce que tu te déplaces chez les personnes? En Ukraine, on travaille dans des centres de réhabilitation. Vu qu'on n'a pas du tout de fonds. D'accord. On n'a pas de monnaie, quoi. Oui, mais c'est une ONG, on n'a pas d'argent. C'est le principe. Et que c'est pas mon rôle d'aller demander des fonds, parce que j'ai pas le temps. Et des fois, je suis donc un peu de diplomatie. Oui, je comprends. Donc, du coup, en fait, on travaille directement dans les centres de réhabilitation, dans les hôpitaux. Et puis, on minimise les frais. Combien de temps ça dure? Dans le sens où donc, tu habites sur place, et donc tu fais des séjours
De quoi, d'une journée, de 2 journées? C'est ça, quand on part en zone de guerre en général, là, je vais y retourner prochainement. Oui. Ça fait un petit peu Non. quelques mois que je tanne déjà, mais ma coordinatrice peut quand même trouver des missions en zone de guerre. On est avec certains psychologues sur une zone bien précise. Est-ce que c'est dangereux d'aller en zone de guerre? Bien sûr que c'est dangereux. Je pose la question, je réponds en même temps. Mais c'est dangereux si tu vas en mode tête brûlée, quoi. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis plus en stress dans le métro à Paris que en zone de guerre. Parce que tu sais d'où vient le danger. Parfois, tu peux... Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, tu sais d'où vient le danger. C'est vrai. Bon, sauf une fois, j'ai une petite anecdote, j'étais sorti pour aller aux toilettes. On m'a rattrapé de justesse, c'était un champ miné, en fait. Et ils n'avaient pas encore mis de panneau. Donc, et oui. T'avais pas tous les réflexes. Ouais, c'est sûr qu'on l'avait pas dit, quoi. C'est mais voilà, non, mais on en parle en rigolant, mais c'est dramatique, en fait. Bien sûr que c'est dramatique. Il y a des victimes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à plus de 16 ou 17 000. Je sais pas, parce qu'on parle pas des chiffres, on reste focalisé sur ce 10 000, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc, moi, mon travail, voilà, c'est d'aider les gens, entre guillemets, à re-avoir confiance en l'humanité. En eux, en fait. Fais-toi confiance. Oui, c'est dur, hein, mais bien tu sûr vas y que c'est arriver, dur. Bien sûr que c'est dur, mais tu aides les gens déjà à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est une sorte de, entre guillemets, de famille. C'est-à-dire on est tous au même niveau, quoi. On est là pour s'entraider, on est là pour l'Ukraine. Donc voilà, on est tous au même niveau. Alors est-ce que tu as des prochains voyages qui sont, des prochaines missions, si je peux appeler plutôt ça une mission, qui sont prévues? Je continue à former mes volontaires sur 2 villes. Donc au mois de mars, ça va être assez intensif en termes de formation. Et puis on a des nouveaux groupes aussi de civils déplacés qui vont venir nous voir. Et puis j'aimerais bien aussi monter en France une structure par rapport à l'harcèlement scolaire. Alors oui, on a 2-3 minutes pour parler du harcèlement scolaire. Ouais. Tu voulais parler rapidement de ça, de ce sujet? C'est important, je pense que les enfants il faut vraiment les préserver. Bien sûr. Et que, en fait, si on éduque les enfants, si on leur apprend les... Pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui partout? Parce qu'on déresponsabilise tout le monde. C'est vrai. Moi j'étais gymnaste, d'accord? Quand je tombais, ou quand je ne voulais pas m'entraîner, mon entraîneur il s'en foutait, il me disait tu feras la compète. Et quand j'arrivais à la compétition et je tombais, et je pense qu'aujourd'hui on déresponsabilise complètement les gens. Et je pense qu'en éduquant un petit peu mieux les enfants, et ceux qui sont victimes notamment d'harcèlement, on les aiderait à bien trouver confiance en eux. Et c'est vrai, il y a des associations qui existent. C'est vrai, bien sûr. Il y a des associations qui existent, qui font très bien leur travail. Bien sûr, parce que on fera une émission dessus, mais un enfant qui est harcelé a besoin de prendre confiance en soi-même. Exactement. Bien sûr. Donc, si avec ça on pourrait aussi faire un peu de sport, de self-défense, pour apprendre à maîtriser ses émotions, gérer ses émotions et prendre conscience de ce qu'on est, je pense que ça pourrait aider beaucoup de choses. Donc c'est un projet. Alors il nous reste 1 minute justement pour parler de tes projets. Ouais. On va parler alors donc juste quelles sont les prochaines conférences? Est-ce qu'il y a des conférences de prévues, tes prochains projets? Prochain projet, conférence à Dubaï, conférence certainement au Sénégal aussi. D'accord. La Belgique, la Suisse n'est pas encore prévu, mais Kiev. Et puis Paris, ce mois d'avril-mai où je relance mon école entre guillemets. Sur Paris. Très bien. Voilà. Après, j'ai des gens qui sont un petit peu partout en France. Ok, et dernière chose, est-ce que tu as un site internet, un Facebook, un Twitter, un je sais pas quoi? J'ai tout mis hors ligne en fait. Alors donne une adresse, donne quelques adresses, fais ta promo, vas-y. J'ai tout mis hors ligne, donc trouvez-moi sur Facebook, Nicolas Tacussel. Bah voilà. Envoyez-moi un petit message en me disant que voilà, vous aimez bien ma petite voix. De toute façon, si on tape sur Google ton nom, je peux te dire qu'il y a... Ouais, mais il y a beaucoup d'articles pas très sympas. Oui, mais bon, ça sera l'objet de notre discussion. Mais tu sais, plus tu es connu, plus tu as du succès, plus tu auras des articles pas sympas. T'inquiète pas. C'est sûr. J'ai été très heureux ce soir d'avoir... Je suis très content qu'on soit tous les deux. Ouais, c'est vrai, on a fait... Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et Nicolas, ce que tu fais, c'est vraiment très bien. Merci. C'est très bien et tu rends les gens heureux, tu redonnes de la confiance aux gens. J'étais très, très heureux de t'avoir ce soir. On les apaise. On apaise les gens. Il est 19h59. Arnaud, prêt pour le kiosque pour la suite? Absolument, heureux de t'accueillir. Nicolas, parce que il y a de loin. Ouais, du froid, il fait très froid. Bon, il fait froid ici aussi. Bon, il paraît qu'il va faire très froid la semaine prochaine. La semaine prochaine à Paris, vous allez avoir froid comme nous, on est en Ukraine. Voilà, on saura. Bah, peut-être qu'on aura besoin de toi alors. Voilà. Le problème, c'est ça. Nous, on n'est pas habitués. Non, mais c'était marrant quand vous avez eu la neige là à Paris. Hein les trois flocons. Mon fils qui est à Montréal, il paraît qu'ils se sont foutus de ta gueule, mais alors bien. À Kiev aussi. Voilà, et à Kiev aussi, ben voilà. En tout cas, c'est une émission médicale, David. Bien sûr que c'est une émission médicale. Qu'est-ce qu'on peut faire?
On l'a entendu dans l'émission. Arnaud, est-ce que tu as une radio panoramique? Non, je rigole, je plaisante. Allez, bonne Merci. soirée. À bientôt. Ciao.